Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime Grosse Tête. Bonjour, vous le savez, nous sommes tous mobilisés pour la meilleure des causes, la vôtre, et avec toutes les munitions, c'est-à-dire ce rire dont on prétend qu'il désarme les contemporains les plus belliqueux, voici vos grosses têtes. Il est le premier à rire de ses plaisanteries et parfois le seul, Jean-Jacques Perroni. Oui, bonjour. Dans l'orchestre des chansonniers français, il tient la grosse caisse, Jacques Maillot. En d'autres temps, il eût été avocat, romancier, auteur dramatique ou bouffon du roi, Bernard Mabille. Caroline de Monaco a longuement hésité entre le prince de Hanovre et l'empereur du Parc des Princes, Thierry Roland. Il évacue plutôt par le haut ses tempêtes intérieures, Michel Galabru. Et puis notre invité d'honneur, seul éditeur à sortir des livres qui sont pratiquement tous des best-sellers, Bernard Fixot. Alors, c'est extraordinaire, vous étiez éditeur, mais un éditeur conventionnel, ce qui d'ailleurs n'a rien de péjoratif, c'est-à-dire que vous sortiez à la fois des livres qui se vendaient bien et d'autres qui ne se vendaient pas. Et un jour, vous en avez eu assez de la deuxième catégorie. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est toujours difficile de se dire qu'on publie un livre moyen pour en vendre moyennement. Ça, c'est une chose assez facile à dire, mais c'est difficile à faire. Mais en même temps, surtout, mon idée, c'était de publier, de retrouver des auteurs français qui racontent des histoires, ce qui a disparu depuis le XXe siècle. Enfin, pas pour tous, mais pour une grande partie quand même. Et puis, parce qu'au XIXe siècle, une grande partie des auteurs français étaient dans la liste des meilleures ventes du monde. Et qu'au XXe siècle, il n'y en a plus. Il n'y en a et plus, donc, plus du tout. Plus du tout. Il y a Christian Jacques, que vous avez, je sais, invité une fois, et qui se vend dans le monde entier. En dehors de ça, il y a quelques auteurs, de temps en temps, qui vendent un ou deux livres. Il écrit formidablement, hein, parce qu'il m'a même écrit pour me remercier. Après. Ah oui, absolument. Oui. Il écrit beaucoup, oui. Ça, c'est certain. Et il va d'ailleurs publier prochainement. Et toujours donc, le même filon, toujours l'Égypte. Il connaît que ça, je veux dire. Ah bon, ça c'est pas gentil. C'est pas gentil pour lui. Alors j'espère qu'il va pas écouter les grosses têtes. C'est pas ce que je voulais exactement dire. Heureusement, il écrit trop pour nous écouter. Il n'y a que ça qui le passionne. C'est-à-dire que quand il sort de sa chambre, c'est pour aller en Égypte, et quand il rentre dans sa chambre, c'est l'Égypte à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le contraire de Bush, lui c'est l'Irak. Tout de suite. Ah oui, des destinations différentes. J'ai connu quelqu'un comme ça, c'était le mari de Momie Grégoire. Est-ce que vous sentez, Bernard Fixot, le talent littéraire comme un chien de chasse renifle le gibier? Je ne sais pas, parce que je crois que je suis comme un chien de chasse qui renifle le gibier. Je ne sais pas si c'est renifle le talent, mais j'aime bien les livres que je publie. Je crois qu'il fait... Il faut d'abord qu'ils vous plaisent. Absolument. Oui. C'est-à-dire qu'autrement, j'ai beaucoup de mal à les défendre. Si j'aime pas un livre, je peux pas le défendre. Donc, comme mon métier, c'est une fois que l'auteur me l'a confié, c'est de le vendre, il faut mieux que je l'aime. Quelles sont les qualités d'un bon livre? Mais en dehors de vous avoir plu, bien sûr. En dehors de m'avoir plu. C'est-à-dire que pour moi, un bon livre, je sais ce que c'est qu'un bon livre. C'est un livre qui rend heureux celui qui l'a acheté. Contrairement à un grand livre, parce qu'un grand livre, c'est celui qui est resté 150 ans après, même s'il avait été méprisé 150 ans avant. Je pensais à Victor Hugo. Attendez, un livre qui rend heureux, parfois il y a des sujets qui rendent pas heureux, ce sont des sujets graves, c'est une histoire dramatique. Oui, mais même une histoire dramatique rend heureux celui qui l'a lu parce qu'il a l'impression qu'il en fait partie. Et qu'il en a pour son argent. Oui, aussi, pour son argent, dans le sens où il a appris quelque chose, quelquefois. Est-ce qu'on peut lancer un best-seller comme on lance une voiture? Faut pas hésiter, si on avait les moyens, je le ferais. Malheureusement, on n'a pas les moyens. Vous savez, c'est des petits chiffres d'affaires. Hein. Un grand best-seller, c'est pas un boulon d'une Mercedes. Hein. Oui, mais enfin, vous préférez, vous, les lancements par la radio, et je vous en félicite,
plutôt que par la presse écrite, et là je le déplore. Alors, malheureusement, il faut bien dire que la radio, ça permet, c'est immédiat. C'est-à-dire que si on est touché par quelque chose, on a envie de l'avoir. Et puis, on ne fait pas d'effort à la radio, on écoute. Tandis que lire, c'est déjà un effort. Aujourd'hui, il faut faire quelques efforts, mais on va parler de vous gratuitement. Alors, ceci compense cela. Hein. Depuis que vous avez fondé cette maison, avec une enseigne pas très transparente d'ailleurs, XO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire extra old pour le cognac, c'est-à-dire de très bonne qualité. Et puis c'est la fin de Fixo. Et puis c'est le milieu de Fixo, oui. Vous avez publié 22 livres environ? J'ai publié en 3 ans 34 livres, c'est-à-dire 34 en 3 ans, c'est-à-dire un peu plus de 10 par an. Et combien de succès? Et 31 sur la liste des best-sellers. C'est pas mal, dis donc. Il y en a quand même eu 3 qui... Mais oui. Un bonheur n'est jamais complet. Oui, jamais. Alors dites donc, c'est d'autant plus méritoire tout ça que je vois dans la presse de ce matin que 44% des Français n'ont acheté aucun livre depuis 1 an et 39% n'en ont jamais lu aucun. Oui, mais c'est Oui, terrifiant. mais ils regardent Love Story, ils peuvent pas tout faire. C'est terrifiant, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, puisque moi-même j'avais peu lu j'avais pratiquement rien lu jusqu'à l'âge de 13 ans, et ça a changé ma vie. Et je vous assure que les gens qui ont lu, qui lisent des livres, sont beaucoup moins malheureux que les gens qui ne lisent pas. D'abord parce qu'ils sont plus seuls. Vous savez, la solitude, on va pas faire trop sérieux, mais la solitude, c'est un des mâles de notre société. Oui, mais on peut lire à deux, un bouquin différent, ou même le même. Hein. Oui. Non, pas le même, jamais le même. On dit jamais le même. Bien sûr que non. Le rapport entre l'auteur et le lecteur est si fort qu'il est absolument impossible de lire le même livre. Alors on peut lire le même à condition d'acheter 2 exemplaires. C'est ça. Voilà. Très bien. Ce qui fait Philippe, merci. Mais Philippe, franchement, vous êtes formidable. Ah oui, l'éditeur est comblé. Alors vous avez parmi vous de brillantes vedettes de l'édition française. Vous avez Monsieur Galabru, dont les mémoires ont fait un malheur, et pas seulement de ceux qui ne l'ont pas aimé, mais de ceux qui l'ont édité. Hein, oui, enfin. Ça a bien marché. Oui, mais enfin bon. Comment ça s'appelait déjà? Les mémoires d'un âne. Ah bah ça vous a marqué, hein. Il y a eu aussi un livre de Thierry Roland que j'ai conservé longtemps sur ma table de nuit parce que je ne me décidais pas à l'ouvrir. Comme je suis très ami avec M. Fixo, vous lui dites pas du mal de moi. Vous ne lui dites Vous pas êtes du très mal. amis. Mais j'ai même voulu publier son livre, mais il n'a pas Bon, voulu. tiens, prends ça dans les gentils. Non, mais je crois que c'était aussi un livre très, très anecdotique et qui n'était pas susceptible d'être traduit dans une langue étrangère. Déjà, il avait fallu le traduire en français. Oui. Alors, franchement là, ça vaudrait le coup de se déplacer. Il n'est pas venu pour rien, comme dirait Thierry Roland. Mais faites beaucoup de peine. Ça s'est bien vendu, hein. Ouais. Parce que mais il y en a eu plusieurs. Beaucoup moins que si je l'avais publié. Sans Le doute. dernier. Sans doute. Bon, on fera le tome 2, Bernard. D'accord. Voilà. Mais c'était vos mémoires. Oui, mais on a... Les mémoires, faut les vivre avant de les écrire, mon petit Thierry. Oui, mais on n'a pas tout mis dedans, on a plein de réserves. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de sexuel et on attend de vous un témoignage là-dessus. C'est parce que vous êtes un gros cochon. Tu vois, Philippe. Mais oui, mais c'est vrai que dans les mémoires, il y a une partie tout de même qu'on ne peut pas occulter. Baise-t-il bien, qui a baisé? Oh ben, c'est capital. Monsieur Galabru, dans les vôtres, il n'y avait pas trop, hein. Il y avait Un- un tout petit peu. Oh, un tout petit peu. attention. Bah, j'ai pas fait grand-chose. Faut dire que quand Bernard Fixo se mêle de lancer un livre, il fait bien les choses. Je me souviens le voyage en Égypte pour lancer le bouquin de Christian Jacques, hein. Oui, 150 journalistes, hein. Oui, 150 journalistes du monde entier, surtout. Du C'est-à-dire monde qu'il y avait entier. quand même... Et là-bas, vous leur avez pas servi que du riz, hein. Non, on leur a pas servi que du riz, parce qu'on avait emmené un peu de champagne. Donc il fallait le boire, une fois qu'il était là-bas. Il y a eu aussi des distributions, d'éditions de poche dans les stations-service.
Oh, ça remonte à très longtemps. C'est quand on a lancé Folio, et je me souviens une histoire qui était assez drôle, c'est que Claude Gallimard, avec qui je travaillais à l'époque, puisque j'étais directeur commercial de Gallimard, ne voulait pas qu'on donne des folios avec les livres de Gérard de Villiers. Il disait c'est pas possible. Vous vous rendez compte, on va pas donner L'étranger de Camus et la condition humaine avec SAS. Et je l'avais beaucoup insisté. Et puis un jour, très énervé, il me dit écoutez, allez donc demander à Malraux. Et Malraux, on est allé demander à Malraux, il a dit moi à côté de Lucky Luke, formidable. C'est comme ça qu'on a pu distribuer des folios dans les stations-service, ce qui a lancé la collection à l'époque. C'est bien de faire le plein de culture en même temps que le plein d'essence. Hein. Et puis ça ici, Lucky Luke, dans ce parc. Alors je sais que vous imitez toutes les voix, il y en a une que je vous serais reconnaissant d'oublier aujourd'hui, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est le beau-père de Bernard Fixot. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous l'imitez aussi? Ah, c'est pas très bien. Alors, le dernier livre, c'est un cas en un seul mot, sur le Pérou. Alors, vous aimez bien hein, les histoires qui se passent à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'on vit, je crois je ne veux pas être sérieux, vous ennuyer, on vit dans un monde sans héros aujourd'hui. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Donc je crois que les gens ont envie, les lecteurs ont de temps en temps envie de s'identifier à quelqu'un qui va les... Alors pourquoi le Pérou? Oui, vous aviez envie de lire un livre sur le Pérou? Oui, parce que moi j'avais envie de lire un livre sur le Pérou, parce que j'étais quand même épaté que 40, je sais plus, 150 Espagnols plus 42 chevaux arrivent dans un endroit où il y avait un empire, où il y avait 600, 700, 800 000 soldats, et qu'ils arrivent à le conquérir. Alors ça m'avait semblé intéressant, je voulais bien savoir pourquoi. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, vous voyez votre comptable dire « Ah, dites donc, monsieur Fixot, c'est pas le Pérou, hein !» Peut-être, mais vous inquiétez pas, ça a marché, donc le comptable était content. Il me l'a dit d'ailleurs. Mais attendez, il y a 3 auteurs différents et un seul pseudonyme. C'est très simple à comprendre. J'aime bien me promener quand je travaille pas, je me promène dans les pays comme ça en moto avec ma femme. On a sur chacun notre moto, et j'avais trouvé formidable cette civilisation où les hommes essayaient de se rapprocher de Dieu comme en Égypte et comme les cathédrales en faisant des constructions. Et ça m'avait semblé, surtout ça m'avait semblé très intéressant parce que les Péruviens, il y a encore beaucoup d'Incas, il y a encore beaucoup de descendants d'Indiens. Et je me suis dit, il faut que je trouve le Christian Jacques du Pérou. Eh bien, il n'existait pas. Alors, il en a fallu 3 pour... Il a fallu 2 écrivains et un spécialiste, quelqu'un qui connaissait mieux les Incas que sa famille, d'ailleurs, et sa famille lui reproche. Mais en dehors de ça, ils se sont bien entendus, ils ont réussi à écrire ensemble. Ah oui, mais c'est vraiment de la promotion littéraire, ça. De la production littéraire, si on veut... c'est surtout l'idée que ça a déjà existé, hein, La Pierre et Collins, Boileau-Narcejac, Erckmann-Chatrian, c'est pas les premiers, hein, mais on peut dire qu'à un moment où on peut mettre des gens ensemble, quand on fait du cinéma, on fait ça. Boileau et Narcejac, ils ont existé, ils n'étaient que 2. Salvatore et Adamo. Bien sûr. Ah oui, Salvatore et Adamo, c'est Hérault et Combalusier qui ont écrit beaucoup de bouquins qui sont montés très haut. Oui. Jacob Delafont, un très beau traité sur la chasse. Première citation dont je vais vous demander, Bernard Fixot, d'essayer d'identifier l'auteur. Elle est envoyée par Madame Casanova de Beaumont, qui a dit « Le jour où personne ne reviendra de la guerre, c'est qu'elle aura enfin été bien faite. » George Bush. Non. Céline. Non. Quelqu'un qui était... Bon, il donnait un peu dans l'antimilitarisme primaire, mais enfin, comme il était très atypique... Marcel Aimé. Non, mais c'était un contemporain de Marcel Jacques Aimé. Prévert. Très ami de Jacques Prévert. Jean Anouilh. Parce qu'il était lui aussi germano-pratin. Boris Vian. Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quand même, le jour où personne ne reviendra de la guerre, c'est qu'elle aura enfin été bien faite. Hein? Ça donne froid dans le dos, hein? Alors, vous vous intéressez au conflit en Irak. Il y aurait un beau bouquin sur la Mésopotamie à sortir, là, non? Sur le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate, je me rappelle quand j'allais à l'école, j'en apprenais ça. Écoutez, non, je fais pas, je crois qu'il y a assez de choses qui se disent sur cette guerre, et il s'en dit beaucoup. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément un livre à faire tout de suite. Après un camp, on peut faire un cacahuète. Ou une biographie, L'homme sans bras. Ah, L'homme sans bras, oui. L'homme sans bras, hein. Il y a une chanson, Saddam. Ah oui, c'est charmant.
Enfin, Saddam, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Hein. La bourse trouve ça beaucoup moins rigolo. Les morphopsychologues n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux, des faux. Ah, mais tous les spécialistes, ils sont dans la merde, là. Attendez, ils ont mis là des ordinateurs qui, en principe, recensent toutes les particularités d'un visage. Et ben là, ils perdent leur latin. Il aurait dû prendre des sosies qui lui ressemblent pas, ça aurait été plus facile. Ah oui. Un grand blond frisé. En plus, alors, ces gens-là, ils couchent tous les soirs dans un endroit différent. Et oui. Ah oui. Ah oui, c'est des gens qui n'ont pas de vie suivie. Comme Thierry Roland, mais avec d'autres raisons, quoi. Et il passe par les tunnels. Oui, il y a des Ah oui. Ah oui, des grands tunnels. Hein. C'est pour ça que Guesso avait rouvert celui du Mont Blanc. Monsieur Tabert de la Vieilleville pose une question littéraire sous la forme d'une citation. Je rappelle que je suis autodidacte, hein, donc... Oui, mais les autodidactes, chez nous, finalement, ils se débrouillent pas mal. Ah oui, bien sûr. De quel philosophe Jules Renard disait-il « Ce que j'en pense, c'est qu'il y a bien des lettres inutiles dans son nom Alors, c'est... Nietzsche. » Nietzsche, exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il faut dire que là, on a mis le paquet, hein. Oui. Quel degré d'instruction avez-vous, monsieur Perroni? Moi, j'ai été jusqu'au bac, mais je l'ai pas eu. Vous l'avez pas eu? Ouais. Pourquoi n'avez pas eu le bac? Parce qu'il y avait tous vos verres vides dedans? Ouais. Non, à l'époque, il y avait le bac français, puis après, l'année d'après, il y avait le bac philo. Bac philo, oui. Bac philo. Ah oui, il y avait les deux bacs. Alors, bac français, j'ai eu 16 à l'oral et puis 17 à l'écrit, un truc comme ça. En philo, j'avais... À l'oral, vous êtes toujours très bon, hein. Oui, très bien. Non, j'avais du bol, j'étais tombé, si je me rappelle bien, j'étais tombé sur le pont Mirabeau d'Apollinaire. Ah bah c'est oui. pas compliqué. Oh, et puis, mais en philo, ça s'est gâté parce que j'avais choisi comme sujet à quoi sert la philosophie. Et j'avais tartiné 6 pages pour terminer en disant ça file du boulot à des vieux cons qui nous font chier en classe. Et mon prof de philo m'avait dit c'est 18 ou 5. J'ai eu 5. Ah oui, c'est ça. Puis en maths, je vous raconte pas, j'y allais pas, j'y ai même pas été. Je savais rien. Puis ça m'a jamais Si intéressé. vous aviez eu une bonne note en français, fallait pas... J'allais pas gâcher. Bah oui. Non, derrière. il fallait plutôt dire je n'y allais pas, que j'y ai pas été. Hein. Non, mais j'ai pas été me présenter au truc, quoi. Au truc? Oui, à l'examen. Ah bah oui. Puis je suis tombé sur un furieux en histoire géo, le gars. Alors, sur mon livret scolaire, il y avait marqué... Alors vous n'allez pas nous détailler Attendez, tout votre livre vous allez voir. scolaire. Il y avait marqué observation du chef d'établissement, terroriste intellectuel. Ça aide pour entrer dans la vie active, ce genre de conneries. Sèche de temps en temps le bistrot pour aller au cours. Non. Alors, le gars, il m'a vous, posé méchamment. pas le bac. Vous, Bernard Fixot, Et pas moi, le j'ai bac. fait aussi, oui. Jacques Maillot. Le bac. Oh là Je là. peux pas aller plus loin, mais je sais Ah pas. oui, mais quand même. Il va falloir vous faire pardonner. j'ai Bernard Mabille. Non, j'ai raté mon bac philo, moi. Ah bon. Thierry Roland. À la 3e tentative, quand même. Ah, vous l'avez quand À la même. 3e tentative. Ah oui. Mais moi aussi, c'était l'époque où il y avait première et philo. Et je dois Et dire vous que- l'avez eu la après première- un examen non, la première normal ou en partie, envoyant 200 francs en timbre? Non, la première partie, je l'ai eu facile. Et je dois dire que l'année de philo a été très très laborieuse. Et vous, monsieur Michel? J'ai eu mon bac à la cinquième fois. À 5e fois. Oui, d'ailleurs, on m'avait persuadé, je sais pas qui, un camarade m'a dit, oh, à la 5e, il te le donne automatiquement. Je l'ai cru, bêtement, et je l'ai eu, parce qu'on a un certain métier à la 5e fois. Oui, mais faut s'accrocher. Ah oui. Mais là, vous deviez être une légende dans l'établissement, non? C'est-à-dire que c'est très curieux parce que moi, j'ai fait passer le bac à des amis et des camarades qui étaient des cancres avant moi. Je les ai fait réussir au bac. Je suis un excellent pédagogue pour le minable. Je sais comment pousser le minable, comment le valoriser. Alors, c'était à Montpellier que je passais, j'avais toute une organisation. Par exemple, j'avais découvert un bouquin, il n'était pas question de faire un problème mathématique. Ça, c'était même pas abordé le début. Mais, on pouvait avoir une note, c'est la question de cours. Alors, il y avait un bouquin, il y avait 9 questions de cours. Elle était sûre de tomber sur une.
Donc j'ai fait apprendre à mes élèves les 9 par cœur avec le dessin au milieu. C'est-à-dire que Alors on avait 8 en question de cours, 2 points rattrapés, c'était tout. Hein. Vous trouvez pas curieux que ce soit le roi des Kangs qui ait eu des élèves? C'est un paradoxe, mais c'est souvent comme ça. Regardez Péroni, qui a une culture et qui est un homme d'esprit connu maintenant, parce qu'enfin, il produit les textes de gens comme Gérard qui sont un peu exceptionnels, et c'est un homme à qui on a eu le culot de ne pas donner le bac. Oui. Ah oui. Ça, Ouais, mais ça, on ne pardonnera jamais. Ça, on ne pardonnera jamais à l'université. Je vous remercie. Et que des gens comme lui, aient échoué, enfin, et que lui soit un autodidacte, et que maintenant, il produit des livres pour les intellectuels, et vous-même, monsieur Bouvard. C'est le certificat d'études. Mais le bon, hein, celui qu'on vous donnait à 14 ans ou à 16 quand vous aviez un peu de retard. Ah, vous savez, à propos du bac, moi j'ai une histoire vraie qui est extraordinaire. À l'époque où moi je l'ai passé, la première partie, j'avais un copain, il était à San Francisco. Et il passait le bac au consulat de France à l'époque. Tu vois, il passait... Et donc, nous, on a les questions, français, histoire, géo, tout. Et le lendemain, le surlendemain, même, il passait à San Francisco les mêmes. Alors on lui a téléphoné entre-temps, il a fait un massacre. Un massacre. Ah, c'est bien ça. Ouais. Question de Madame Lotte. Qu'est-ce qu'on appelle les colonnes du temple? Colonne du temple. Sexuels. Oui. Ce sont des petits os, des vertèbres, des... Non. Non. Ce sont les cartilages de la zigounette. Non. Non. Soyez un peu modeste. C'est pas les cuisses. C'est pas les cuisses, non? Non. Les colonnes du temple. C'est à la femme ou à l'homme? Les deux. Ah, bon. Ah. Elle est pas là, Les Amanda mollets, les mollets. Non. Tibia. Vous trouvez ça dans un ouvrage de référence. Le Kama Sutra. Le Kama Sutra. Ah, c'est une position, alors. C'est une position du Kama Sutra. Eh ben alors, c'est les deux jambes derrière les oreilles et envoyer la Exactement, soudure, voilà. ne cherchez pas plus loin, ou les oreilles sous les jambes. Oui, oui. C'est une bonne oui. réponse Bah de oui. Bernard Mabille, de Jacques Maillot et de Jean-Jacques Perroni. Voilà un joli titre de best-seller, Les colonnes du C'est un beau temps. titre, c'est un beau titre. Ah, Après, il faut oui. faire un texte. C'est quand même, faut que ça dure. Hein. Donc, Ah oui. Ah oui, ça. l'affaire est pas si simple. Faut que ce soit dur au départ et que ça dure après. Les colonnes du temple. Non, moi j'admire la poésie sexuelle qu'on avait il y a quelques siècles. Très joli, oui. Alors, Oh, c'est qu'aujourd'hui- toujours mieux que d'accrocher les jambons au clou ou des choses comme ça. Hein Ah oui. C'est quand même Ah oui. Ah oui, c'est mieux que... Ça revient au même. le coup de la balayette maudite aussi. Ah ça, ouais, c'est ouais. pas terrible. Non. Qu'est-ce que c'est la balayette maudite? Je vous dirai ça en antenne, sinon vous allez encore couper. Ça se passe dans les chiottes, vous verrez. Alors que le tractopelle enchanteur, c'est charmant. Ah, il y a la diligence d'Orléans, qui est bien ça, c'est aussi. bien. Ah oui. Et Napoléon sur les remparts. Ah, je vois que ça vous rappelle des souvenirs, monsieur Michel. Oui, parce que je tournais, moi je me souviens dans le midi, je vais être un peu, je mets au diapason ici, là, alors qu'est-ce que, c'était les techniciens, les machinaux qui discutaient, qu'est-ce que tu as fait, c'était à Avignon, et qu'est-ce que tu as fait dimanche? Je suis allé mener le lézard en pension. C'est une jolie formule. Ça, c'est joli. Hein? Ah oui. C'est comme Oui, enfin bref, quoi. le petit au cirque, enfin, il y a plein de Petit trucs. ou le clown, ou voilà, bon. Enfin bref. C'est joli. Tout ça, c'est de la pudeur, hein? Ouais. Oui, c'est de la pudeur, c'est dissimulé. Oui, c'est imagé. Oui, c'est imagé. Puisqu'on en est aux choses de l'amour, Dégueulasse. je voudrais vous faire entendre une conférence de Jean-Yann sur la fécondation in vitro. Vous avez dit beaucoup de mal de la fécondation in vitro, monsieur Yann. J'ai dit que c'était dégueulasse de se salir des vitraux pour vous faire ça. Contraire. C'est pas été agréable d'aller à Notre-Dame et de voir plein de jus à pépère sur les vitraux, non excusez-moi, là, non. Oui, je suis Un peu d'accord. d'hygiène. Bon. Ah oui. Puis en plus, il faut la viser, la rosace. Ah, les piliers du temple, mais à la façon yannesque. Ah oui.
Et puis, cette question sportive de Monsieur Gentil. Debout, Thierry. Vous êtes avec moi, Thierry? Absolument. Bien. Pourquoi le numéro 6 du club de football italien Milan AC n'est-il plus jamais attribué? Parce que c'était celui de Baresi. C'était celui de... Baresi. Le prénom. Franco, je crois. Franco Baresi. Baresi ou Baresi? Baresi, tout court, oui. Et donc, comme c'était un joueur d'exception et tout, ils ont jugé. Il a porté ce numéro pendant 20 ans, et après on a dit personne d'autre. On a déjà fait ça. C'est comme le numéro 10 de Maradona dans l'équipe d'Argentine. J'allais vous le dire. Voilà. Mais je sais que maintenant vous lisez l'équipe. Écoutez, j'en suis fou. Oui. Je me demande comment j'ai pu... Vous avez pu passer toutes ces années sans le faire. Ah, écoutez, quand je pense au nombre d'années durant lesquelles j'ai pas regardé un match... C'est entraîneur, en plus. Et je regarde toujours pas. Et dans l'équipe magazine, vous réussissez les mots croisés? Non. Moi, j'arrive pas, non. Ah, c'est pour ça que vous achetez le... Oui, les mots croisés, oui. Ah oui, uniquement. Oui. J'arrive pas, donc j'achète plus. Ben, je vous donnerai les miens, il n'y a qu'une case noire. Bon, en tout cas, c'est une jolie réponse de Thierry Roland, dont je n'attendais pas moins. Vous êtes quand même très fort sur le sport, hein? Non, j'essaye. Il est pas mal calé sur le cul non plus, hein. Oh, je sais pas. Non, il est discret. Non. Attendez, j'en ai une autre, là. Sur le cul? Quelles sont, demande Monsieur Stéphane de Marseille, les disciplines olympiques strictement masculines? Le marteau? Alors, non, plus maintenant. Il y a le lancer de marteau. Plus maintenant. Il y a le lancer de marteau féminin. Là, celle-là, il faudra la corriger. Ah ben, Parce que maintenant... Peut-être chez vous, mais pas sur les stades. Ah si, sur les stades, il y a le lancer Ah, vous de êtes marteau. sûr? Ah ben, je suis certain. Mais c'est quoi le lancer de marteau? C'est qu'on va dans un asile de dingue et on jette les fous contre les murs? Bah, oublions alors. Ah oui, non, mais... Parce qu'il y avait que ça? Non, mais s'ils contestent le tir. Ah mais je conteste On pas. peut faire les autres. Attendez, je conteste pas, c'est un fait avéré. C'est un fait Vous avéré. avez vu une Ah oui, circulaire? il y a par exemple une Française qui s'appelle Mademoiselle Montbrun, Ah oui, qui balance le marteau à 70 mètres. Quand elle vous attrape le marteau, je peux vous dire... La mère Montbrun. Je Le marteau comprends que vous féminin- ne vouliez pas vous fâcher avec elle. Je vais vous dire, le marteau féminin, ça existe depuis, je dirais à peu près 2 ans. Et vous par connaissez exemple. pas sa sœur? 2-3 ans. La sœur de 2-3 ans. Ouais. Ah, mais la question, je la garde depuis 5 ans. Je moi. sais, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'il faut corriger. Mais la sœur Et de la c'est petite quoi les Montbrun, autres elle est disciplines meilleure parce qu'elle lance l'enclume. Ah oui. C'est quoi les À autres 100 disciplines mètres. en dehors du lancer du marteau? Il y avait la faucille aussi. Oui, c'est amusant. Il y a la boxe. Il y avait quoi d'autre, Philippe? Il y a Non, la boxe. boxe, il y a des gonzesses. Il y a des gonzesses. Ah oui, il y a des Si, il y a la boxe, il y a des gonzesses. Non. Non. Je vois bien que j'ai affaire à forte partie. Non, mais... Quoi d'autre alors? Il y a le football. Non, Non, Ah, le football, oui. Ah non, le football. Mais il y a, Jeux oui, mais aux Olympiques, il y a Jeux pas de Olympiques, il n'y a filles. pas de football féminin, c'est Il y a vrai. le football. Il y avait le saut à la perche. Et là, c'est fini aussi. Ah oui, Oui, il y a des... Bah, il y a La costume d'Albert. Albert, il est Ah, bah, baqué c'est avec vrai. une perchiste. Ah oui, Moi, mais- j'ai une perche de 15 cm sur le défi d'1m80. Ça vaut une médaille d'or, hein. Et puis il y avait le triple saut. Ah, le triple saut, oui, c'est périlleux en Je crois général. effectivement que c'est toujours uniquement masculin. ouais. Ouais. Encore Le- que ça se discute. Je Le crois que c'est triple pas saut, appelé aussi saut de la carpe ou coitus interruptus. Oui. Ah, ça, dès qu'il y a des dégueulasseries à dire. Attendez, j'ai peut-être encore quelque chose pour vous. On va moderniser tout ça. Vous la ressortirez plus, la question sur les 3 disciplines. Hein. Ah non, c'est fini. d'ailleurs, Hein. C'est fini. c'est sous forme de questions non posées. Ouais. Ah d'accord. Et ça, question de Madame Romer. Vous êtes toujours avec moi, Thierry? Absolument. Quelle est la particularité d'une compétition de nage sur le dos? Ça n'existe plus depuis 1815. C'est que on ne plonge pas au départ, on part On dans ne la piscine. plonge pas au départ. Eh ben voilà, bravo. bonne réponse de Thierry Roland. Comme quoi, une fois qu'on a réussi à le réveiller et à lui poser une question qui l'intéresse, il peut être très brillant. Ouais. Vous n'avez pas de questions pour nous ce matin, aujourd'hui? Si, Cela dit, il y a des gens qui plongent et qui se retrouvent sur le dos. Hein. Ça, c'est des maladroits. question de Monsieur Brémond. Qu'est-ce que les Américains doivent au sculpteur Borglum?
La Statue de la Liberté. Mais non, c'est Bartholdi. Ah oui, c'est Bartholdi, bien sûr. La Maison Blanche? Non. L'Empire State Building. C'est une sculpture. Oui. La gueule de Washington. Les monts Rochemort. Les monts là-bas, oui. Exactement. Les présidents sur les monts Rochemort. Les 4 présidents Ouais. américains dans les montagnes rocheuses. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, toujours la culture, avec cette démarche de Catherine Tasca, vous vous souvenez? Ah, très bien. Oui, Très ancien bien. ministre de la Très bien. Culture. Voilà. J'ai Eh bien, sinistre mémoire. Jean-Jacques Ayagon lui l'a chargé d'une mission. En Italie? Non. Oui. Non. Pour que elle persuade des sociétés françaises de revenir aux Français comme langue de travail et de communication habituelle, alors que ces sociétés ou ces groupes pratiquent la langue anglaise de préférence. On a le dico, nous. On a traduit tout ça. Allez. Bon, on écoute aux grosses têtes avec pouvoir. Arrête sur les grosses têtes, mais la radio. Mais il n'y a pas que le vocabulaire, il y a l'accent aussi. Hein. Oh ben ça faut le faire. Ah, c'est important. Hein. Ça, il faut apprendre, faut s'entraîner sur les victoires de la musique. Tous les trucs comme ça, des trucs intello. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, ça a l'air très intéressant tout ce que vous dites. Vous devriez m'inviter plus tôt. Moi je connais un poète, Saucissolard. Fait du rap. Qu'est-ce que vous pensez du rap, monsieur Dutour? Strictement rien. C'est un bon résumé, je trouve. Et pourtant, c'est une forme d'expression moderne, hein. Oui, mais c'est con. C'est une belle avenue à Paris, l'avenue Rap. Oui. Ah oui. Oui, mais en sens unique, malheureusement. Mais parfois, ils disent des choses intéressantes dans les rappeurs. Je dois dire que ma mère, elle aime, que ma mère, elle aime les grosses têtes. Voilà, dis-moi. Tu vas le dire à ta mère, moi j'écoute les grosses têtes, si tu les écoutes pas, ça va être ta fête. Allez, arrête. Et arrête de me prendre la tête, parce que là, avec toi, j'ai la haine, et voilà. Alors, Tais-toi, bouffon, tu vas voir ce que tu vas voir, bouffon. je vais la niquer, enfin bref. On dirait chez Joey Star. On va faire un 10 tous les deux. Ah oui. Quand il ouvre la bouche, on voit bien que c'est pas lui, parce qu'il a toutes ses dents. Ah, il a les dents jaunes, hein. Il arrive aux États-Unis, on l'appelle Taxi. Question de Madame Fontaine pour Jean Dutour. Quel est le nom de ce moine épais de corps et d'esprit, gourmand, ivrogne et poltron, Gorenflot. Gorenflot, qu'on trouve d'ailleurs dans La Reine Margot, La Dame de Montsoreau et les 45 d'Alexandre Dumas? C'était avant la fin de la question, une bonne réponse de Jean Dutour. C'est pas un trappe pour hier, hein. Ah oui, parce que hier... Ouais, bon, enfin, oui, c'est la vie, hein. vous savez qu'on a eu plein de journaux, l'AFP, qui voulaient savoir si vous étiez pas malade, hein? Vous avez répondu que oui, je l'étais. Non, on a dit que c'était une défaillance passagère. Quel fut le nègre d'Alexandre Dumas dont l'anonymat fut royalement payé puisqu'il put s'offrir le château de Saint-Même et ses chasses? C'est pas Maquet, quand même. Si. Maquet, oui. Oui. Prénom? Auguste. Auguste Maquet. Eh bien, une deuxième bonne réponse de Jean Dutour, qui est revenu au fait de la culture, ce qui est sa position normale. Merci, monsieur Dutour, à demain. Une question de madame Royer-Donfleur. Avec quoi Richard Cœur de Lion fit-il bombarder la ville de Saint-Jean-d'Acre pour obtenir sa reddition? L'huile bouillante? Avec des camemberts. L'huile bouillante, non? Non. Des boulets, quoi, des gros boulets. Avec des victuailles. Non. Des poubelles. Avec quelque chose qui ne constitue pas un projectile traditionnel, mais qui s'est révélé en l'occasion très efficace. Les cadavres des pestiférés. Non. Non. Mais ça a eu lieu ailleurs, mais on l'a fait aussi. Oui. Les bouquins de Loana. Vous avez aussi édité Loana? Ah non. Ah, vous êtes passé à côté, mais elle aussi. Non, hein. j'ai publié en même temps, moi j'ai publié Ingrid Betancourt, c'est exactement la même Ah oui, c'est pas tout à fait. C'était pas la même chose, non. hein. Non. Vous n'êtes pas éditeur amphibie, parce qu'elle écrit en piscine, donc il faut du papier imperméable. Bon, vous avez vu qu'ils ont retrouvé aujourd'hui, c'est sur la couverture de Voici, une lofteuse numéro 2.
s'appelle Laurine, je sais pas si ça vous dit quelque chose. On les a déjà oubliés. Et elle vend de la barbe à papa au métro Barbès. On va nous occuper de la mienne. Hein, Sic Transit, hein. Est-ce que vous savez qui a publié le premier, enfin qui a inventé 2 journaux, le premier qui s'appelle Voilà, pas Voici, c'est pour ça que ça me fait penser, et le deuxième Détective. Ah oui? Eh bien, c'est Gaston Gallimard qui a publié entre les deux guerres un magazine qui s'appelait Voilà, qui est une sorte de Paris Hollywood, où on allait photographier les dames en Suède sous le fait qu'elles vivaient au grand air, on voyait leur une très jolie poitrine. Et ensuite, c'était un fantasme personnel. C'est sans doute une fantasme personnelle, et je le comprends très bien. Et d'abord parce qu'à l'époque c'était quand même c'était nouveau. Et puis ensuite il a créé Détective. Alors cela dit, c'est pas les mêmes journalistes qu'aujourd'hui. C'était Joseph Kessel. Enfin, oui, il y avait un certain nombre de gens. C'est quand même un des papes de la littérature moderne. Ah oui, oui, non, mais que Gaston Gallimard ait fait un magazine, le lui de l'époque et ensuite Détective est assez amusant. Mais ils avaient essayé de relancer Détective en prenant des signatures comme Alphonse Boudard, comme des gens comme ça. Je sais pas si ça... Bon, dites donc, et mon Richard Cœur de Lion, qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, Richard Cœur de Lion. Il a balancé les chevaux. C'est un rapport avec l'odeur? Non, pas du tout, Non, c'est des mais feux de Avec la maladie. une fois que le projectile était de l'autre côté des remparts, les assiégés étaient malheureux. C'était des animaux, des animaux? Des animaux. Des rats? Des vaches? Non. Bon, des vaches. Des fourmis? Non. Des serpents. Des Des serpents. Des sangsues? Des scorpions? Non. Des cafards? Des hannetons? Des punaises? C'est plus près de l'insecte que du mammifère. Des mouches? Des morpions? Des mouches. Non, des guêpes! Des guêpes. Des guêpes! oui. Des essaims de guêpes! Des essaims de guêpes. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Avec Loana, j'étais pas loin, les seins de Loana. Quel rapport avec la guêpe, sinon le dard? Oh, vous auriez pu dire la taille pour être un peu Oui, élégant, c'est vrai. mais là tout de suite C'est ça vrai. retombe. Et Jean-Édouard, il a été content du passage aux grosses têtes? Écoutez, je crois qu'il nous a apprécié à notre juste valeur puisqu'il m'a pas remercié avant de partir. Non, mais de toute façon, il se sentait pas concerné puisqu'il n'avait pas écrit un mot du livre. Non. Il vous est arrivé de publier des bouquins qui n'avaient pas été écrits par leur signataire? Ah, souvent, souvent. Mais oui, bien sûr, parce que tous les gens, notamment les documents, quelquefois des gens ont des histoires à raconter qui sont exceptionnelles, des histoires vraies, bien sûr, et ne savent pas écrire. Je vais publier là dans 2 mois, par exemple, l'histoire de ce pêcheur tahitien qui part à la pêche. Et son bateau tombe en panne, et il se dit on va venir me chercher dans la journée, et on le retrouvera 4 mois plus tard, ayant dérivé sur 1500 km, vivant, d'une manière absolument invraisemblable. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup intéressé, parce que je me suis dit que personne ne peut rester vivant pendant 4 mois sans boire et sans manger. Il avait trouvé à boire parce que de temps en temps il pleuvait, et il mangeait du poisson, mais cet homme était animé d'une espèce de spiritualité des seigneurs de la mer, il parle avec Dieu, avec la mer. Bon, il ne sait pas écrire, il a raconté son histoire, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Et comment ça va s'appeler? Ça s'appellera Si loin du monde. Mais dites donc, quand on voit tous les personnages que vous avez évoqués, ça va de Cléopâtre à Hélène MacArthur. Ah, Hélène MacArthur, c'est parce que je suis amoureux d'elle, c'est différent. Ah bon? Oui. Alors, Olivier, l'amiral m'en veut beaucoup, mais je lui ai dit ça l'autre fois, parce que je lui ai dit, mais tu sais, alors comment ça se passe? Je l'ai appelé avant de partir, elle m'a dit, oh, m'en parle pas. Alors, je dis, pourquoi m'en parle pas? Elle me dit, oh, elle est entourée de 2 cons. Je dis, bon, très bien, et alors? Oh, bah, c'est un bon marin, mais entouré de 2 cons. Bon. Voilà. Donc, moi, j'étais très amoureux d'Hélène MacArthur. Je l'ai eu après qu'elle ait eu ses avaries techniques, et il était très content. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, ça, il cachait pas que... Enfin, bon, elle est bien, hein, la petite MacArthur. Très bien. Hein? J'aime beaucoup l'idée qu'elle a 26 ans et qu'elle dirigeait 13 copains de Kersozon, là, à peu près du triple de son âge, des gros bras, et qui répondaient tous quand je leur demandais pourquoi vous y allez, ils disaient parce que c'est le patron. Ah oui. Ah oui, ça veut dire quelque chose. Ah, ouais. Dites donc, il s'est passé quelque chose de curieux à Oslo. Vous savez qu'Oslo, c'est maintenant une ville très pudibonde. Ah oui, on n'a pas le droit d'aborder les... On n'a pas le droit d'aborder les dames qui font le plus vieux métier du monde. Ouais. Puis quand je vous dis que c'est des pays à la con. Ou alors il faut payer le gouvernement et on n'a même pas le temps de payer la dame parce qu'on finit en prison. Ah ouais.
Et alors là, ils avaient remarqué que devant de nombreuses grandes sociétés, il y avait le matin des embouteillages de voitures, parce que les hommes ou les femmes qui déposaient leurs conjoints s'embrassaient longuement avant de descendre. Alors ils ont fait, ça c'est pas une mauvaise idée, un couloir pour le baiser. Ah oui, un pélodrome. Oui, en quelque sorte. Ça existe à Paris, ça, les couloirs à bus, et on sait qu'on est baisé. Oui, mais alors là, il y aurait un troisième couloir. Si on faisait ça à Paris, il y aurait, bon, la circulation normale, c'est-à-dire infime et contrariée, le couloir d'autobus et le couloir de baiser. Il y en a au bois de Boulogne, des couloirs de baiser. Oui. Moi, je le fais toujours sur le siège avant, parce que derrière, c'est plus cher. Parmi les problèmes que nous connaissons, la preuve reste à en faire, que nous devrions connaître et qui préoccupent les parlementaires, il faut inscrire la protection de l'Antarctique. Monsieur Christian Godin, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Vous êtes sénateur. Sénateur du Maine-et-Loire. Et vous avez fait approuver par la Chambre haute un projet de loi pour protéger l'environnement d'un continent que les Français ne connaissent pas bien, il faut le dire. Hein. Tout à fait. Ça représente combien de kilomètres carrés? C'est 21 fois la superficie de la France. Ah oui. Ça fait un beau glaçon. Hein. Voilà, ça fait un beau glaçon. Et la population? Personne n'habite à l'année là-bas. Personne n'habite à l'année. Quelle est la température la plus froide? La température, c'est varie entre moins 50 et moins 80 degrés. Oh là pour chauffer, il faut prendre un frigo, il est à moins 5. Hein. Est-ce que, monsieur le sénateur, vous y êtes allé faire un tour? Alors, je n'y suis pas allé, mais je suis invité à y aller au prochain été austral. Ça jette en froid. C'est-à-dire entre le mois de novembre et le mois de février. Enfin, c'est quand même curieux que vous défendiez un territoire où vous n'avez jamais mis les pieds. Ah, mais écoutez, je l'ai travaillé, et notamment par un certain nombre d'auditions de personnes qui connaissent bien ce territoire et qui m'ont permis, en tant que parlementaire, d'approcher d'une façon assez juste. Enfin, c'est un gros dossier, pour le mener à bien, faut pas être manchot, hein. Il y a bien des hommes politiques qui défendent les banlieues et ils y sont jamais allés. Voilà. C'est vrai, c'est quand même pas le désert glacé comme... Il y a toujours un truc de scientifique. Ah oui. Et le président de la République, c'est Gundas, non? C'est Glomico pendant un temps. Alors, dès que votre texte aura été voté par l'Assemblée nationale, oui. Il en coûtera cher, 75 000 € d'amende, si on a des activités n'ayant pas fait l'objet d'autorisation. Alors, quelles activités on peut avoir là-bas? Vous savez, il y a un tourisme qui se développe. Marchand de sorbet Un tourisme se développe et... Le comble du ridicule, c'est de manger du surgelé, là-bas. Mais c'est quand même 10 000 visiteurs annuels. Hein. Ah oui, mais il n'y a pas d'activité vraiment culturelle où on puisse espérer avoir un contact à l'entracte avec les Esquimaux. Tout à fait. On la voyait venir, celle-là. Ah, très bien. Et elle est venue se sucer à l'entracte. Ah oui. Est-ce que les femmes sont Pardonnez-nous, chaudes, mais là-bas? on aime bien évoquer les choses sérieuses, mais pas toujours sérieusement. En tout cas... Merci. Merci. Je cherchais le mot et Michel Galabru me l'a donné. C'est bien de penser quand même que l'Antarctique va être protégée. Hein? Oui. Ah oui, ça soutient. Ils auraient mieux fait de dire ça en plein hiver. Là, au moment du printemps, ça... On s'en fiche un peu. Mais il est en danger, l'Antarctique? Oui. Il vient de te le dire. T'as pas écouté? Ben non. On n'est jamais sûr qu'il n'ait pas écouté, mais on est souvent certain qu'il n'ait pas compris. Mais là, qu'est-ce qu'il a alors comme danger? Réchauffement de la planète. Oui, mais le réchauffement de la planète... Et puis les touristes qui vont laisser des papiers grands. Mais attends, les touristes, il dit qu'il y en a 10 000 sur 21 fois la France. Ça suffit pour saloper. 21 fois la France. Eh ben... Tu vas voir, t'as qu'à avoir un chemin en campagne, c'est toujours un chiotte public, t'as des mouches partout. Alors C'est sur la l'épidémie. Sur la banquise, Un petit sentier ça fait suffit. tâche, quoi. Une merde mal placée. Oui. Une question de Madame Varin. Qui eut l'idée, après la guerre de 1870, d'installer en France
une industrie de la bière afin de concurrencer l'industrie nationale allemande? Cronenbourg. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Oh, Encore une bonne réponse. Mais ça, la bière, évidemment, c'est son truc de Jean-Jacques Perroni. Il vit dedans de toute la Ben non, il avait inventé la pasteurisation, tout ça. Eh oui. C'était la... Il n'y a pas donné le bac. Hein. C'est vrai. Mais ils s'en mordront les doigts, tu sais. Bah, non, mais il faut le signaler. Voilà une vie de Louis Pasteur, ce sera un joli bouquin. Oh, elle n'était pas jolie tous les jours. Je crois que ça a été fait d'ailleurs. Je crois qu'il y a bien sûr une grande biographie de Pasteur. Il paraît qu'il mordait les petits Alsaciens, nous a expliqué un jour Jean-Yann. Ouais, pour leur inoculer la rage. Ah, il y a la pièce de Sacha Guitry sur Pasteur. Ah oui, il a fait faire un très beau Pasteur. Très belle pièce. Donc, il n'y a pas lieu de recommencer. Ben non. Sauf les côtés troubles de sa vie. Toujours intéressant. Bah, il n'a pas une vie très jolie quand la nuit tombait. Qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il habitait dans le Jura, là-bas. Oui. Et alors, les nuits sont tristes, il n'y avait pas la télévision. Bah, on l'a souvent retrouvé en robe avec des talons aiguilles, justement, des choses comme ça. Pasteur Le long du Doubs, mais bien sûr. Le duc d'Orléans, c'est lui, non? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, ça. Ben oui, il était en avance sur son temps. Maintenant, on appelle ça les drag queens, mais dans le Jura, on dit, tiens, il y a un Louis Pasteur qui passe, bonjour et tout, et c'était quand même... On n'a pas le droit de détruire une Mais attendez, légende comme ça. Ça, je lis des choses. Ben oui. J'ai lu des trucs. Ah oui? C'est pas pour... Non, mais c'est pas pour rien qu'il a inventé le beurre pasteurisé. Je m'excuse, c'était dans un but très intéressé. Je voulais rien dire, mais si vous me poussez dans les derniers tranchements... Mais il l'a inventé en car ou en motte? C'était sa femme qui lui avait donné l'idée. Tu sous-entends que Pasteur, c'était pas vraiment celui qu'on croit, quoi. Voilà. Il inoculait beaucoup. Voilà. Pauvre Madame Pasteur. C'est elle qu'il faudrait mettre au Panthéon. Madame Pasteur. Pourquoi ça? Bah, parce qu'elle a beaucoup souffert. Bah, bien sûr, elle a beaucoup souffert, mais qu'est-ce que vous voulez? On va pas remuer le passé. Hein? Il y a beaucoup de femmes de Pasteur qui souffrent. Oui. Parmi les personnages que vous avez honorés d'un livre, il y a aussi Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, Lafayette, Bonaparte, Marlène Dietrich et Joséphine Baker. Ah oui, ça c'est dans un livre qui n'est pas encore paru et qui va sortir et qui est un livre de Jean-François Degnaud et qui s'appelle La gloire à 20 ans. Ah ben il est invité dans une dizaine de jours et nous allons en parler. Oui, c'est-à-dire qu'il a choisi, comme ça, il a réfléchi, c'était vraiment intéressant de voir des gens qui ont eu la gloire très vite. Il s'est aperçu qu'ils avaient tous des voix, dit-il, et il a fait comme ça une trentaine de portraits. Il finit par Hélène MacArthur. Il finit par Hélène MacArthur, qui a eu la gloire avant 30 ans. Parce qu'en fait, c'est juste, on dit la gloire à 20 ans, je crois qu'il est allé jusqu'à 28 ans. Mais il y a beaucoup, il y a très peu de gens qui ont eu la gloire à si jeune. Très peu. Il y a un chapitre sur Laurie. Il y a, je crois que ce sera dans le tome 2, hein, on va attendre. Hein. Mais il y a Mozart quand même qui n'a pas attendu 20 ans. Oui, qui n'a pas attendu 20 ans. Alors il y a des grandes questions, c'est ce qu'il faut mettre un mot par contre, parce que par exemple il a fini d'écrire à 18 ans, mais il n'a pas eu la gloire, il a été reconnu beaucoup plus tard. Et Alfred de Musset, bien sûr, les Beatles sont dedans. Alfred de Musset, non? Musset, bien sûr, oui. Ah oui. Oui, Musset, il y en a beaucoup d'autres, hein, je veux dire. Madame Natier de Dieppe demande quel est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Ça peut être les Incas, justement. Non. Attila? Non. Les Arméniens? Et je peux vous dire, pour vous donner une indication, que ce génocide-là a fait disparaître les 3/4 des hommes. Ah ben c'est le Cambodge. C'est le déluge. C'est le déluge, c'est le passage de... Ou alors le passage de la mer Rouge quand la mer Rouge s'est ouverte. Il s'est refermé brutalement. Oui. Il y a un piège là, non, Philippe? Une petite subtilité, mais c'est pas un piège pour vous. C'est la masturbation. Non. Ça c'est l'euthanasie. C'est quand même un sacré génocide que celui qui a fait disparaître un vivant sur 4. Quoi, c'est la dernière... Pas la dernière guerre mondiale. 3 vivants sur 4 ou un vivant sur 4? Un vivant sur 4. Les Khmers rouges ont tué la moitié des Cambodgiens. Hein. Oui. C'est pas la dernière guerre mondiale, quand même. Non. Les persécutions romaines sur les chrétiens. Il est fort, c'est ça? C'est pas ça? Non, pas du tout. Parce que les lions, ils avaient de l'appétit, hein.
C'était pas du royal canin tous les jours. Hein. C'était du royal chrétien tous les jours. C'est quand Cain a tué Abel. Ah, mais oui, quand Cain a tué Abel, son frère, il n'était que 4 sur le globe à l'époque. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est bien, mon petit Jacques, là je suis fier de vous. Vous voyez comme quoi on peut ne pas boire et être brillant. Ah oui, faut dire que, attendez, une toute petite famille et ils s'entendent pas. Oui, ça c'est c'est toujours ça les familles. c'est ça. Et quelle arme nouvelle, demande Madame Clément d'Amiens, fit son apparition pendant la guerre d'Espagne, qui sert encore aujourd'hui, un peu moins, mais... Ça serait pas le bazooka? Non, non, pas du tout. C'est un explosif? C'est pas une arme qu'on fabrique industriellement, mais artisanalement. Le cocktail Molotov. Le cocktail Molotov. Bonne réponse de Jacques Maillot, confirmée par Jean-Jacques Perroni. Alors je peux vous donner la recette si vous voulez, ça amusera nos jeunes auditeurs. Et ça coûte pas cher. Rien du tout. Et ça peut faire beaucoup rire. Bien sûr. Mais après cette annonce, ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit quelques-unes surgir bientôt. Ça va s'appeler la Perroni. Le cocktail Perroni. Après l'apéritif, la Perroni. Le cocktail, c'est bière piquant cognac. Oui, on peut mettre du sucre aussi. Ah oui, c'est existe. Madame Petite-Bayeux, qu'avait obtenu Hitler à peine 1 an avant de devenir chancelier du Reich? Un prix? Non. Une pension d'invalidité? Oui, parce qu'il avait été soldat pendant les... Une médaille? 1 an seulement avant. Le prix Nobel de la paix? Mais il avait éliminé Hindenburg, non? Oui, après, pour arriver au pouvoir, oui. C'est pas la garde des enfants parce qu'il pouvait pas. Heureusement, il s'est pas reproduit. Il vaut mieux. Un abonnement au livre de Bosch? C'est artistique? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il aurait pu bien avoir, Adolphe? La Il avait Légion changé de d'honneur? nationalité? La Légion d'honneur? Alors, Changé de nationalité? Ah bah oui, il était autrichien. Il il est devenu allemand seulement 1 an avant d'obtenir le pouvoir. Ah oui. Une bonne réponse de Bernard Mabille. C'était l'autrichien sans mémère. Ils auraient mieux fait de le naturaliser complètement, l'Autrichien. Et une question de Monsieur Canferveux de Paris. Bonjour. Bonjour, M. Bouvard. Alors, Bonjour à toutes les grosses têtes. bonjour, monsieur. Ah. Monsieur Canferveux vous a mitonné une question historique, hein? Oui. Ça remonte à quel siècle? Au XVe siècle. Et alors? Qu'est-ce que Lionel de Vendôme a vendu à Jean de Luxembourg? Il n'est pas de Vendôme, Lionel, il est de l'île de Ré. La Joconde? Non. Un château? Non. Un pays? Non. Non. Sa femme? Non. Une colonne? Non. Il a bien vendu? Oh, oui, non. Oui. On en parle encore aujourd'hui? Ah, on en parle encore, oui. C'est pas la, C'est quelque c'est pas chose la de Corse, lourd. c'est pas un département. Non. Une banque? Non. Quelque chose de Ça se lourd? mange? Pardon? Ça se mange? Non. Un brevet? Non. Une constitution? Non. Une maison? Non. Allez, les 300 €, ça marche, hein? Un vêtement? Non. Non. Une Lionel motocyclette? de Vendôme. Si Thierry vous pose encore 4-5 questions, c'est dans la poche, hein? C'est quelque chose de religieux? Non. Oh. Oui, enfin, indirectement, oui. C'est militaire? Oui. Les Invalides? Non. Ah bah non. Ah non. C'est à la fois C'est militaire... une arme? Non. C'est une décoration? Non. C'est militaire et... C'est militaire Mais et religieux? Une matinée de religieux, alors. Ah bah, la réponse tient là-dedans, hein? C'est un bâtiment? Non. Une charge? Non. Vous avez de la veine que Perroni soit à jeun, hein? C'est pas Jeanne d'Arc? Ah là là, voilà. Ouais. Ah, écoutez, c'était bien parti et presque arrivé. Ah, ouais. Ah, je suis navré, je suis confus, hein? Ouais. Ah, vraiment. Bon, bah c'est Jacques Maillot qui vient de vous ravir les 300 € promis. Ne lui en veuillez pas, hein? Pas du tout, mais je resterai une prochaine fois. Ah bah oui, Ah un oui, jour oui. où il sera pas là, hein? Mon reste, ça d'arriver à coller les gens du tour. Merci et bravo.
À la mode, à New York, en ce moment, il y a les dîners organisés dans le noir total. Oh, bah, Gérard Miller a fait ça à la télé, ça a fait un flop. Oui, c'est un gros flop, mais là, ce sont des dîners où il y a des gens qui veulent ou bien ne pas rencontrer d'amis. Alors bon, comme c'est dans le noir... Ils invitent Red Charles, Stevie Wonder, tout ça. Ça se termine en... Ou bien des célibataires qui veulent faire connaissance avec un partenaire éventuel. Ah oui, ça se termine en partouze, quoi. Oui. Pas forcément. Alors, on passe les plats et on finit à la gamelle. C'est dans l'obscurité et on est servi par un personnel noir et qui a équipé de lunettes à infrarouge. Ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils se voient pas, ils peuvent se tromper. Et la conquête, ils veulent pas tomber sur un mec et ils veulent sur une fille, ils tombent sur un mec, comment ils font? Ils s'excusent quand même. Ça se voit au toucher. Dans le noir. S'il y a des olives au menu, hein. Ouais. C'est Napoléon III qui, dans une grande fête, dans le noir, a mis la main sous une jupe et c'était un évêque. C'est une histoire vraie. Et au bout, il y avait la crosse. Et les burettes. Les histoires vraies de M. Galabru, hein. Mais non, c'est une histoire vraie, c'est pour ça que... ça s'invente pas des trucs comme ça. Oui, évidemment. Hein. Je veux dire, c'est le danger de ces soirées, quoi. Ouais. Ça peut mal se terminer, quoi. Alors... Et si on tombe sur sa femme... Ah oui. C'est emmerdant. Qu'est-ce que tu fous là? Non, mais peut-être qu'il y a un petit piment supplémentaire. Ah, du piment, il y en a, mais... Et puis ça fait des économies. Bien sûr. C'est tout. Sauf que c'est pas facile de manger dans le noir, trouver la bouche, ça va encore, mais son assiette... Oui. D'ailleurs, ceux qui ils ont des petits points rouges, là, c'est les coups de fourchette qui se mettent... On essaie la varicelle, pas du tout. L'assiette, vous laissez un doigt trempé dedans, comme ça vous savez toujours où vous en êtes. Puis si vous avez un panari, ça vaut le coup, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de la chaleur. Ça va faire des spaghettis. Et enfin, avant de vous rendre aux uns et aux autres votre liberté, une ultime citation envoyée par Madame Mosca, qui a dit « Soyez gentils avec vos enfants, c'est eux qui choisiront votre maison de retraite. » C'est drôle. Pierre Doris. Non, Français mort. c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Groucho Marx. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de Jacques Maillot. Alors, je sais pas ce qui lui prend, je sais pas ce qu'il a bu, mais il est aujourd'hui formidable. Merci à Bernard Fixot, l'éditeur de tous vos best-sellers, d'être venu nous voir aujourd'hui. À demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.